Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Axis Cinéma. Je suis très content de vous retrouver pour ce format. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Jérémy Peter Allen, un réalisateur, monteur, producteur qui a travaillé sur plusieurs projets et qui s'est spécialisé surtout dans le court-métrage de fiction. Aujourd'hui, on va parler de fiction, de documentaire, on va parler de festival, on va rentrer directement dans la carrière de ce cinéaste. Bonne émission! Je pense que j'aime aussi raconter des histoires. J'aime beaucoup le cinéma narratif, le cinéma de fiction. Le doute fondamental qu'on doit confronter est toujours là. On ne s'en sort pas. J'aime le côté permanent du cinéma, que la forme finale que ça va se projeter dans le temps, puis dans 200 ans, une personne va pouvoir voir le film tel que tu l'as conçu. Ça se repère dès le départ, cette espèce de fascination, cette espèce de passion avec le cinéma qu'il faut fondamentalement pour rester, pour survivre dans ce milieu-là. Bonjour Jérémy, merci beaucoup d'être venu à l'émission, d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va revenir sur tes films, on va revenir sur ta carrière, mais avant tout, commençons par la base. Comment c'est arrivé dans ta vie, cette passion-là pour le cinéma? Je dirais que c'est arrivé quand même assez jeune. Bon, comme tout le monde, quand j'avais 7-8 ans. En fait, peut-être pas comme tout le monde. Moi, je suis de l'âge de Star Wars. J'avais 9 ans quand c'est sorti, donc ça a été un premier coup de foudre. Même si je ne suis pas allé en science-fiction par la suite, c'est quand même, comme beaucoup de monde, je pense, c'était d'abord le cinéma hollywoodien. Mais assez vite, à l'adolescence, autour de 14, 15, 16 ans, je suis tombé un peu dans le cinéma d'auteur, le cinéma européen. À l'époque, il y avait un cinéma qui s'appelait le cinéma quartier. C'est pas comme le cinéma quartier à Québec maintenant. C'était une ancienne salle, on projetait des choses en pellicule. C'était plus du cinéma de répertoire, un film différent tous les soirs. Et j'ai passé beaucoup de temps là, à 14, 15, 16 ans, à voir plein de films en tout genre. Et c'est un peu vers ça que je suis allé par la suite, vraiment le cinéma d'auteur, le cinéma international, les cinémas nationaux divers m'ont beaucoup marqué à cette époque-là. Et j'ai toujours eu un talent en dessin depuis tout petit. Et j'avais une grand-mère qui était artiste, donc je viens plutôt d'une famille de scientifiques, de chercheurs, okay, de docteurs, de monde qui sont dans le milieu universitaire beaucoup. Donc, ma grand-mère avait beaucoup d'espoir pour me dire, au moins, il y a un artiste dans la famille s'il peut aller en art. Et effectivement, au cégep, j'ai fait un essai, je me suis dit, bon, je vais essayer les arts plastiques. J'ai beaucoup aimé ça. Et à la fin du cégep, j'étais devant le questionnement que toute personne qui veut se lancer dans les arts est confrontée à ça à un moment donné. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est pas clair que ça va être immédiatement payant. On ne fait pas ça pour ça de toute façon. C'est plus l'art, on fait d'abord par passion. Et j'avais toujours cet intérêt pour le cinéma, donc je me suis dit, je vais essayer. C'est une des choses, je ne savais pas trop sur quoi me lancer, dans quoi me lancer à l'université. Donc, j'ai appliqué sur quelques programmes de cinéma, dont Concordia. Ouais. Sans trop vraiment m'attendre à être sélectionné, mais parce que je n'avais pas vraiment fait beaucoup de cinéma avant ça, et normalement, même à l'époque, il fallait un CV et un portfolio avec des films dedans. Moi, j'en avais pas, j'avais juste des œuvres visuelles, mais à chaque année, ils aiment prendre, ça a l'air dans le programme à Concordia, c'était comme ça à l'époque, il y a une trentaine d'années, ils aimaient prendre quelques gens d'art connexes, disons ça, des danseurs ou des artistes visuels. Donc, j'avais quand même un portfolio d'art visuel et j'ai été pris. Et ça a été un peu mon opportunité de commencer à faire des films. J'avais déjà un bon bagage, j'avais vu beaucoup de films déjà, j'avais déjà une passion pour le cinéma. Mais donc, je suis tombé là-dedans et ça n'a jamais arrêté depuis. Donc, vraiment, dès la première année à Concordia, je me suis pitché sur toutes sortes de projets. J'ai pu faire mes premiers films qui étaient très maladroits, qui étaient des choses que je ne présenterai plus maintenant. Mais voilà, c'est parti de là et ça n'a jamais arrêté.
Donc, mais ce qui était d'abord les arts visuels, un talent pour le dessin, et je pense que j'aime aussi raconter des histoires. J'aime beaucoup le cinéma narratif, le cinéma de fiction. J'ai fait un petit peu de documentaire au fil des années, mais c'est vraiment le cinéma de fiction qui me passionne avant tout. Et voilà, bon, évidemment, Concordia, c'était à Montréal. Quand je suis parti à 18, presque 19 ans, quand je suis parti à Montréal, c'était pour la vie. Je me dis, bon, à Québec, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui se passait en cinéma, donc c'était clair pour moi que c'était un départ pour Montréal. Mais étrangement, en sortant de Concordia, quelques années plus tard, je suis resté 2 ans après à Montréal à vivoter, à travailler sur les plateaux. C'est une période assez difficile, le début des années 90, quand j'ai fini mon cours, j'ai fini mon bac. Il n'y avait pas beaucoup de place dans le milieu. C'est pas comme maintenant où il y a vraiment... On sent que le milieu s'ouvre beaucoup. À l'époque, c'était pas juste en cinéma. C'était une période un peu difficile économiquement. On sortait des années 80. Tout était... le downsizing, la rationalisation, on coupait plein de postes. Il n'y avait pas beaucoup de place pour les jeunes, nulle part. Mais bon, donc j'ai vivoté quelques années à Montréal et... À un moment donné, j'avais juste plus d'argent, je cherchais une job. Et il y a un organisme qui s'appelle la Bande Vidéo à Québec qui a posté, et mes parents me l'ont envoyé, que c'était la Bande Vidéo et Films à l'époque, c'était une espèce d'organisme de gestion des équipements de 3 groupes, Obscur, Spirafilm et Vidéofemme. Donc, je suis revenu j'ai appliqué sur le poste et je l'ai eu. Parce que j'ai toujours été assez bon techniquement aussi au cinéma, manipulation de caméra, éclairage, son. Je me débrouille très bien là-dedans. Donc, je suis revenu à Québec travailler comme technicien à la Bande Vidéo et Films. Et c'est je suis arrivé au hasard, donc ça, c'était 92, 93, et le milieu de Québec, pas juste en cinéma, mais les arts en général, il y avait un gros projet qui s'appelait le projet Méduse, qui était... Méduse ouvert en 95. Méduse, c'est un centre multidisciplinaire. C'est sur la côte d'Abraham à Québec. Au départ, c'était 11 centres d'artistes. Je ne sais pas combien sont rendus. Il y en a qui ont fermé, qui ont quitté, d'autres qui sont rentrés. Mais il y en a plusieurs quand même, des groupes d'origine qui sont encore là. Donc, c'est une coopérative d'artistes, on peut appeler ça de même. C'était... en devenir à ce moment-là, à 93, c'était quelques années avant l'ouverture, mais déjà les groupes se parlaient beaucoup. Donc, je suis arrivé à Québec dans ce moment-là où il y avait quand même une espèce de foisonnement, des discussions entre les arts, puis plein de nouveaux artistes qui émergeaient à ce moment-là dans toutes les disciplines, et le cinéma n'était pas en reste. Moi, j'ai découvert le groupe Spirafilm à ce moment-là. Avec qui tu as fait beaucoup de projets? Oui, je suis rentré. La bande vidéo a un peu éclaté avant Méduse. Elle existe encore, mais maintenant comme groupe indépendant qui fait de la vidéo, plus de la vidéo un peu vidéo d'art, vidéo expérimentale. Spira Film se nomme maintenant juste Spira, a fusionné avec Vidéofemme. Il y a eu plein de changements dans les groupes depuis. Mais le groupe Spirafilm, qui est maintenant aujourd'hui Spira, existe encore. C'est une coopérative de cinéastes de Québec qui a connu qui existe depuis 1977. Donc, ça fait longtemps que ce groupe-là est en existence. A connu des vagues, des hauts et des bas. Moi, j'étais un peu la 3e vague. Je pense qu'on est rendu à la 5 ou 6e. Là, ce genre de groupe-là, à un moment donné, il y a un groupe de cinéastes qui l'occupe pendant quelques années et ensuite qui se disperse. Il y a une autre gang qui arrive. Et dans les années 90, moi, la gang qui est arrivée, tout autour de la même période que moi à Spirafilm, il y avait Francis Leclerc, il y avait Martin Brouard qui est arrivé, Francis Leclerc qui est bien connu comme réalisateur à Montréal maintenant, Martin Brouard qui a dirigé beaucoup de festivals et qui est maintenant plus dans le milieu des jeux vidéo, Normand Bergeron, Stéphane Hull, plein de cinéastes. Ricardo Trogi était, moins peut-être dans le groupe, le noyau central, mais il était en lien avec le groupe quand même, Jean-François Rivard. Plein de cinéastes maintenant qui ont fait comme beaucoup de cinéastes font à Québec, ils partent à Montréal. Donc, de cette gang-là des années 90 de Spirafilm, je suis le seul qui est encore à Québec, mais il y en a plein qui travaillent encore à Montréal. Non, il y a Normand Bergeron qui a aussi une carrière scientifique, qui est plus maintenant dans sa carrière scientifique. Il a écrit un scénario qui a été porté à l'écran. Comment ça s'appelle ce film? Le prêtre qui croit trouver des restes de Vikings. Le nom va me revenir, mais... Ah oui, le Club Vinland. Le Club Vinland, oui. Voilà. Normand a scénarisé, c'est pas lui qui a réalisé le film.
Donc, il est encore en lien de temps en temps avec le milieu du cinéma. Mais il y avait vraiment une gang super tripante à Québec dans les années 90 qu'on a fait, si on regarde des génériques de nos films, on est tous dans les films l'un de l'autre. On faisait beaucoup de films avec pas d'argent. Puis à un moment donné, graduellement, il y en a dans le groupe qui ont commencé à débloquer des subventions, qui ont appelé, bien, c'est leurs amis. Donc, on a tous monté un peu ensemble. Et ça, c'est un phénomène vraiment assez typique du milieu du cinéma, pas juste à Québec, à Montréal aussi. C'est un phénomène de gang. À un moment donné, une gang qui se découvre, puis qui monte ensemble, puis qui se tient. Puis je suis encore en lien avec la plupart de ces gens-là. On ne fait plus nécessairement autant de films ensemble qu'on faisait à l'époque, mais la plupart d'entre eux sont encore dans le milieu du cinéma. Certains ont vraiment... Francis Leclerc et Ricardo Trogi sont maintenant des vedettes du cinéma québécois. En réalisation, mais pas mal toute la gang est encore liée d'une façon ou une autre au cinéma. Donc, c'est une période vraiment où là, j'ai appris à être un cinéaste professionnel. Et j'ai aussi, pour survivre, j'ai travaillé comme assistant caméra à cause de mes capacités techniques, j'ai quand même pu m'embarquer sur des plus gros projets, des longs métrages. Je suis anglophone aussi, donc je travaillais avec... Il y a quelques films américains qui sont passés dans ces années-là, qui m'ont engagé comme troisième assistant réalisateur. J'ai fait beaucoup d'assistance à la réalisation dans les 30 dernières années, beaucoup en tant que premier à partir de à peu près 2003. J'ai quand même toujours gardé en tête que je veux réaliser, donc quand... toutes les 2, 3, 4 ans, des fois, ça prend ça, faire un film. J'ai continué à réaliser d'abord des courts-métrages. Et en 99, le film est sorti en 2000, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Requiem contre un plafond, qui a beaucoup tourné dans les festivals internationaux. On va avoir la chance d'en parler un peu plus tard. Oui, voilà, qui a fait une quarantaine de festivals. Et ça m'a vraiment propulsé vers le long-métrage. J'ai fait juste un long-métrage. C'est un milieu qui est super difficile, mais j'ai pu en faire un en 2005 qui s'appelle Manners of Dying, sans doute on va en discuter aussi. Et après ça, c'est ça. Ça a été... j'ai travaillé sur peut-être 150 projets de films. J'ai travaillé avec André Melançon, avec Robert Lepage, avec Émile Guyenne, plus récemment avec des cinéastes internationaux comme Elias Suleiman, Bruce LaBruce. Je suis assez omnivore, je l'ai toujours été, même quand j'étais ado puis j'allais au cinéma Cartier qui a fermé à la fin des années 80. Le cinéma qui s'appelle le cinéma Cartier est autre chose maintenant, c'est pas la même gang, c'est plus un mini cinéplex maintenant, c'est plus vraiment un cinéma d'auteur, un cinéma d'art et d'essai comme c'était à l'époque. Et même à cette époque-là, j'étais assez omnivore. Comme j'ai dit en ouverture, je suis parti du cinéma hollywoodien et je vais encore voir du cinéma hollywoodien. Il y a encore des choses que j'aime beaucoup là-dedans. Mais c'est ça. J'aime beaucoup le cinéma plus underground aussi. Je suis assez... C'est ça que je veux dire quand je suis omnivore. Tu manges de tout. Je mange de tout. Je regarde toutes sortes de cinéma. Je prends plaisir à regarder toutes sortes de cinéma, des choses les plus narratives, les plus standards, jusqu'aux choses les plus expérimentales. J'écoute, même si j'en fais pas beaucoup, j'écoute beaucoup de documentaires. Ça m'inspire beaucoup pour ma fiction. Donc, je suis assez fan de cinéma documentaire. Donc, Et en parallèle à tout ça, on pourra parler de films spécifiques, évidemment, mais en parallèle à tout ça, en 99, donc j'avais début trentaine, je pense que 99, ça donne 30, 31, l'Université de Laval m'a offert des charges de cours. Il y avait un petit programme en cinéma. Et c'est assez étrange parce que, comme je l'ai dit en ouverture, je viens d'une famille d'universitaires, de chercheurs. Fait que quand j'ai annoncé ça à mon père, il a fait « Ah, enfin, mon fils devient sérieux. » Puis là, il a réalisé « Je veux pas dire que le cinéma, c'est pas sérieux, mais pour lui, c'était OK, là, ça, c'est une vraie job. Là, faire des films, il a toujours trouvé ça un peu étrange parce que c'était très... c'est une carrière en art, faire du cinéma, donc il y a des hauts et des bas. Il y a des périodes où ça roule énormément, d'autres où on a beaucoup de doutes et on n'a pas d'argent, on vivote. C'est sûr qu'à partir de là, l'enseignement, et j'ai découvert que venant d'une famille d'enseignants, j'avais un peu ça dans le sang, donc c'est quelque chose que je prends quand même beaucoup plaisir à faire. Je l'ai toujours fait, c'est comme un sideline
me garde à flot dans les périodes difficiles et que je ne fais pas par dépit. Il y a des gens, malheureusement, et j'en ai eu de ces enseignants-là, des cinéastes assez connus qui m'ont enseigné du temps que j'étais à Concordia puis qui n'étaient pas des bons enseignants. Tu fais des bons films, mais tu ne devrais pas enseigner. Tu ne sais pas comment transmettre ta passion. Clairement, tu es là parce que ça ne roule pas trop en ce moment, tu veux juste survivre, mais on dirait que tu n'es pas content d'être là à enseigner. Puis moi, ça n'a jamais été ça. Ça a toujours été un plaisir faire les deux. Puis les deux se nourrissent. Et au fil des années, c'est assez étrange. Je prends un exemple. Un des directeurs, le directeur photo, probablement, qui roule le plus à Québec maintenant, c'est François Gamache. C'est un de mes anciens étudiants d'IOR. Ça remonte à il y a 20 ans, mais qui a vraiment bien progressé dans sa carrière. Il a découvert à l'université, « Hey, je veux faire ça de la photo, de la direction photo ». Il s'est lancé là-dedans et il s'est découvert un talent pour ça. Et une dizaine d'années plus tard, un des projets documentaires que j'ai fait, un des rares, j'ai appelé François, puis ça te tente de venir faire. Donc, mes étudiants, ça arrive des cas comme ça où mes étudiants deviennent ensuite des collègues. Ils viennent travailler avec moi sur mes films, où on se retrouve ensemble sur... François, je l'ai retrouvé sur Farador, un film fantastique qui est sorti récemment au Québec, réalisé par un ami commun à nous, Édouard Tremblay, qui... j'étais le premier assistant réalisateur, François Gamache était le directeur photo. Donc, tu sais, je me retrouve maintenant pas mal... Quand je suis sur des plateaux, il y a tout le temps quelques-uns de mes étudiants quelque part ça fait 25 ans que j'enseigne, donc c'est quelques milliers d'étudiants qui sont passés. Il y en a beaucoup qui... Moi, c'est ce qui me fait plaisir, c'est de voir 15-20 ans plus tard, il y a des personnes à qui j'ai enseigné qui sont encore là, qui ont eu la piqûre, puis comme moi, 10 ans ou 15 ans avant eux autres, que je l'ai eu quand je suis allé à Concordia. Et donc, ça a continué l'enseignement aussi, et depuis 1 an et demi, il y a un bac. Donc, je suis maintenant un professeur complet. Et je poursuis, je viens de sortir un court-métrage qui s'appelle Fuck les Whites, qui n'est pas encore lancé en salle. Tu as eu une petite primeur quand tu as pu le regarder. Le film est fini, mais j'ai un distributeur qui attend janvier 2024 avant de le lancer pour des raisons de stratégie de marketing et tout ça. Donc voilà, c'est un survol très rapide dans les 30 dernières années à divers niveaux en tant que réalisateur, assistant caméra, directeur photo, monteur. J'ai peut-être travaillé sur 150, je ne les compte plus, 150 films différents. Donc, je suis un touche-à-tout omnivore du cinéma et j'adore encore, je vois encore 3-4 films par semaine. Tu sais, j'ai des collègues que je ne nommerai pas qui vont plus au cinéma. Puis ça, pour moi, c'est un mystère que je comprends de la famille. J'en ai une famille. J'ai élevé un gars qui a 19 ans maintenant. Donc, je commence à être plus libre un petit peu. Mais je l'ai fait, la période. Tu as un enfant en bas âge, puis comment tu gères ça avec ta blonde, qui elle aussi, ma blonde a une carrière plus dans le monde du théâtre. Donc, comment gérer ça? Être parent puis artiste à la fois, c'est pas toujours évident, mais ça, c'est des choses que j'ai toujours... J'ai jamais perdu le goût d'aller au cinéma, puis de voir des nouvelles affaires. Oui, maintenant, quand je vois un film un peu ordinaire, je me dis, bon, j'en ai vu pas mal, des films de même, là, mais je trouve encore régulièrement des œuvres qui me... Ah, ça, j'ai jamais vu ça. Oui, c'est ça. Il y a encore cette passion-là que j'ai pas perdue, qui rejoint, tu sais, quand j'étais ado, quand j'avais 14-15 ans, puis que j'allais au cinéma voir des films puis découvrir des choses, mais je découvre encore des choses et... même si, c'est ça, j'ai fait un long-métrage, une télésérie, peut-être une 30aine de courts-métrages, des documentaires. J'en ai fait pas mal depuis le temps. Mais il y a encore ce mystère, cette magie-là. Pendant une certaine période, au début des années, autour de 2010-2011, j'ai eu une espèce de perte de foi pendant 1 ou 2 ans. Je sortais d'une période difficile. Il y avait un film que j'ai fait qui a été juste... J'ai pas été chanceux à beaucoup de niveaux, que ça a mal sorti. Je l'ai fini, mais c'est un film duquel je reste assez insatisfait. Et j'ai aussi travaillé... La seule télésérie sur laquelle j'ai travaillé, c'est un projet très difficile qui a mal été, pas juste à cause de moi, mais pour tout le monde dans la série, je pense. Donc, j'ai une espèce de petite période de 2-3 ans où j'ai pris mes distances du cinéma un peu. J'étais assez amer puis déçu de quelques projets. Je suis allé faire du théâtre. Donc, j'ai fait 2 mises en scène, dont une au Théâtre de la Bordée ici à Québec, dont des choses professionnelles de bon niveau.
en faisant ça, j'ai découvert que, entre autres au théâtre, le montage me manquait beaucoup. Donc, je disais, hey, non, vraiment. Il y avait une esthétique, il y avait un principe de cinéma que tu ne retrouvais pas dans le théâtre. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup aimé faire du théâtre, puis j'ai appris beaucoup de choses, mais le côté impermanent du théâtre aussi, c'est quelque chose avec lequel j'avais la difficulté. Il y a les gens qui trippent en théâtre, et je comprends l'intérêt que ça peut avoir pour un comédien de recréer une pièce à chaque soir, puis que ça change de soir en soir. Mais moi, j'ai réalisé que j'aime le côté permanent du cinéma, que la forme finale que ça va se projeter dans le temps, puis dans 200 ans, une personne va pouvoir voir le film tel que tu l'as conçu. Ça, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en cinéma, la capacité à figer le temps, comme la photo. La photo aussi fige le temps et projeter cette capsule de temps-là dans le futur pour que des gens dans le futur voient « Ah, OK, j'adore regarder, mettons, un film de 1920 » puis de dire « OK, je ne serais jamais capable de faire ça parce que je n'ai pas vécu à cette époque-là. Mais vraiment, tu sens, tu écoutes un film de Fritz Lang ou de Murnau ou de Griffith ou peu importe, bien, tu as vraiment l'œuvre telle qu'elle a été conçue. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du monde qui ne peut pas refaire le film, faire un remake 30 ans plus tard ou 50 ans plus tard. Le remake, c'est pas nouveau. Là. Ils font ça depuis les débuts du cinéma. Mais il reste qu'il y a toujours les œuvres originales que tu peux retourner vers ça. Et tu vas pouvoir écouter un Hitchcock dans 150 ans. Peut-être qu'il va être interprété différemment, mais l'œuvre comme telle subsiste va dans rester le temps. intacte. Donc ça, j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça du cinéma et je suis revenu, ça a été un petit moment, 2-3 ans où je me suis éloigné un peu du cinéma pour faire du théâtre, mais je suis revenu, je suis retombé dans le cinéma, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'ai retrouvé peut-être que ça me prenait un petit recul pendant ces années-là pour me dire, OK, faut que je réapprenne qu'est-ce que j'aimais du cinéma, que je m'éloigne, que je donne un petit peu de temps pour les projets difficiles qui m'avaient un peu désenchanté du cinéma pendant quelques temps, mais je l'ai retrouvé, cette passion-là. Puis je peux dire aujourd'hui, j'ai mi-cinquantaine maintenant, mais j'ai encore le même plaisir à aller au cinéma. Je pense que ça part de là. Faire une carrière de cinéaste, au départ, il faut que tu sois cinéphile, il faut que tu aimes parce que c'est difficile de faire un film, ça coûte cher, c'est angoissant, il y a plein de défis à surmonter, mais pour vouloir faire ça, je pense qu'à la base, il faut vraiment avoir une piqûre, une passion du cinéma, puis c'est-à-dire d'avoir été charmé par le cinéma, assez charmé pour se dire, regarde, j'ai envie de faire ça pour le reste de ma vie. C'est un peu fou comme choix de carrière. Et c'est une des choses, je pense que dans l'enseignement, je peux transmettre ça aux étudiants. Puis si je vois qu'un étudiant n'a peut-être pas la passion qu'il faut, à un moment donné, je vais en parler et dire, écoute, je pense que si tu continues en cinéma, tu vas être malheureux parce que tu n'as pas ça prend un feu sacré parce qu'il va y avoir tellement de moments difficiles, puis surtout dans les premières années, que tu n'auras pas l'argent que tu veux pour faire tes films, puis tu vas avoir beaucoup de frustration, il y a beaucoup de monde qui vont te dire non, pour passer à travers de ça, ça sur quoi on se repose. Et je l'ai vécu, mais je le constate aussi de mes collègues, les étudiants que j'ai eus qui sont restés dans le milieu puis qui ont progressé, qui ont monté à des bons niveaux, ça se repère dès le départ, cette espèce de fascination, cette espèce de passion avec le cinéma qu'il faut fondamentalement pour rester, pour survivre dans ce milieu-là. Parlons un peu de tes films, rentrons en profondeur de ta carrière. Donc, t'en as fait mention, donc Jérémy Peter Allen, c'est un long-métrage, c'est une saison télévisuelle, c'est une vingtaine d'œuvres ou même une trentaine d'œuvres au format court. Tu as touché sur plus de 150 projets. On parle là comme scénariste, comme réalisateur, comme assistant réalisateur, comme monteur, comme producteur. Donc, tu as vraiment touché à tout. On n'aura pas le temps de parler de tout. On va essayer d'aller dans le concret, dans le précis. Commençons, on va parler de ta fiction, mais commençons par tes documentaires, parce que tu en as fait quelques-uns. Ouais. Ton premier film, c'est Page Sculpteur en 1994. Pagé Sculpteur, oui, Pagé Sculpteur en 1994, qui est un film sur Lewis Pagé. C'est quoi la genèse de ce projet-là? C'est tout simplement que Louis était un voisin, un ami de mes parents. Un sculpteur assez connu au Québec. Il y a des œuvres, ceux qui connaissent le Grand Théâtre à Québec, il y a une espèce de cercle de
c'est des philosophes. C'est 3 personnages assis en cercle qui ont l'air de se parler. Ça, c'est une de ses œuvres. Il y en a plusieurs au musée. Il y a des œuvres de Louis Pagé partout au Québec qui faisaient des œuvres beaucoup il travaillait beaucoup le métal. Beaucoup l'aluminium, mais j'ai travaillé dans plein de médiums. Et moi, je l'ai croisé, il était déjà assez âgé, puis je l'ai peut-être connu de la soixantaine jusqu'à sa mort. C'est quelqu'un qui était... il m'a connu enfant et et à un moment donné, en sortant de l'école dans les premières années, j'avais fait quelques œuvres étudiantes avant, mais c'était mon premier contrat professionnel. Il dit « Jérémy, je suis dans la dernière partie de ma carrière. J'aimerais ça faire une espèce de survol de mes œuvres. Puis ça te tente-tu? Il y avait une ferme à cette époque-là. Il vivait sur la rue Richelieu, proche de chez mes parents à Québec, mais il y avait aussi une ferme dans les cantons de l'Est. Puis sur lequel, c'est une ferme assez fascinante parce que tu allais là, puis tu avais des chevreuils en aluminium de 20 pieds de haut, puis plein de sculptures sur son terrain. Donc, ça a été un premier contrat. Il m'a dit, regarde, je te donne une couple de 1000 $, puis viens-t'en avec la caméra vidéo, puis on veut filmer-moi en train de travailler, les œuvres, on fait un espèce de survol de ma carrière. Donc, ça a été un premier contrat professionnel et j'ai pu découvrir, je le connaissais déjà un peu, mais vraiment l'œuvre complète de cet artiste-là. Puis on a fait toutes sortes de choses. C'était assez créatif comme processus. Et il y avait souvent des maquettes de ses œuvres, même parce qu'il y a des œuvres au Japon, aux États-Unis, puis ils gardent les maquettes, puis on les a sorties, on les a mis sur une table tournante pour... On a trouvé des façons d'exploiter la sculpture au cinéma qui ont été assez le fun. Ça a été un super projet pour un cinéaste dans la jeune vingtaine qui commence une carrière de pouvoir faire un documentaire sur l'art comme ça. Et je l'ai vu, il est en ligne et il y en a des copies au Musée du Québec. Et c'est une œuvre qui a circulé de façon plus discrète dans les réseaux de l'art et des musées, mais qui a quand même connu une vie. Puis c'est le fun. C'est quelque chose que j'ai fait il y a presque 30 ans maintenant, mais de voir que ça existe encore. Louis est décédé il y a une dizaine d'années, si je me rappelle bien, mais donc c'est un bon... à ses funérailles, sa fille avait des DVD de l'œuvre, puis il disait ça, c'est un bon témoignage du passage sur Terre de mon père, puis de son travail. Donc ça, c'est un bon premier contrat, je pense, pour un jeune cinéaste, de pouvoir travailler avec un artiste qui était plus en fin de carrière à ce moment-là. Puis on a pu jaser de ça, c'est intéressant, même si lui, c'est de la sculpture, bien, tous les arts, il y a certains des mêmes défis, l'espèce d'incertitude économique, certainement, mais aussi émotive. Est-ce que je suis assez bon? J'ai-tu du talent? Qu'est-ce que ça vaut, ce que je fais? Ça va-tu subsister dans le temps? Toutes ces questions-là que lui avait dans ses œuvres-là, un monsieur qui avait pas loin de 70 à l'époque, quand on a tourné, déjà, je ne le réalisais pas encore, mais c'est des questions que moi, j'ai eues comme cinéaste par la suite qui sont constantes. Je pense tout le long d'une carrière, on n'en sort jamais. On est toujours... les artistes, ça vit dans le doute tout le temps. Et puis, on est... à chaque fois qu'on commence une œuvre, on a comme espoir, là, j'ai de l'expérience, je vais le savoir, je vais bien le contrôler, puis je vais être confiant par rapport à mon œuvre. Mais non, le même doute ressurgit toujours. Est-ce que ça a de la valeur, ce que je fais, je pense? Et c'est intéressant J'étais très jeune à l'époque, mais d'être confronté à ça, de voir un artiste, et il y a encore ces doutes-là, le vieux bonhomme qui l'a eu. Il y a des années où il a vendu 300 000 $ de sculpture. Il a eu du succès dans sa vie, mais encore, même en fin de carrière, il y avait ce doute-là. C'est quelque chose qui nous propulse en quelque part, les artistes, ce doute-là. Si on ne l'avait pas, je pense qu'on arrêterait de travailler. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis... voilà, je vais m'asseoir sur mes lauriers puis vivre sur le gros cash que j'ai fait pour les artistes à succès. Mais même, j'ai eu la chance de travailler avec des cinéastes, puis des acteurs, puis du monde de haut calibre au niveau international. Je travaille avec Elias Suleiman ou Robert Lepage ou Kim Nguyen, qui a été nominé pour quelques Oscars. Tous ces gens-là, c'est la même chose. Même Robert Lepage, il doute. Là. Il est tout le temps angoissé quand il fait ses œuvres. Oui, il y a une certaine confiance qu'on acquiert avec le temps, puis on cerne mieux ce qu'on veut dire en tant qu'artiste, mais
je pense que le doute fondamental qu'on doit confronter est toujours là. Ça, on s'en sort pas. Donc, ce film avec Louis, qui est quand même une œuvre qui a été faite à moyen très réduit, mais c'est intéressant, une entrée en matière intéressante, je pense, pour commencer une carrière professionnelle. Ouais. Justement, parlons un peu de Robert Lepage. En 2009, tu réalises un film qui s'appelle Robert Lepage, qui a été fait par l'ONF là, dans le cadre des remises des prix du gouverneur général pour les arts de la scène. Oui. J'ai su que c'était... Est-ce que c'était Robert Lepage lui-même qui t'a approché pour faire ce film? Qui a donné mon... ce qui arrive, c'est que les prix du gouverneur général, à chaque année, qui sont remis à des artistes seniors dans toutes les disciplines, ils font encore ça maintenant, aujourd'hui. On parle d'il y a une quinzaine d'années maintenant là, que j'ai fait ce court documentaire-là sur Robert Lepage. Mais il y a, à chaque année, le gouverneur général donne son prix à un certain nombre d'artistes et normalement, on demande à un jeune cinéaste de faire un film sur cet artiste-là. Une espèce de carte blanche. Et moi, dans le cas, donc Robert, peut-être qu'on en reparlera de La face cachée de la Lune, parce que j'avais été son assistant réalisateur sur La face cachée de la Lune, son adaptation en long métrage de sa pièce de théâtre. Donc, puis on se connaissait même avant ça à travers des amis communs, donc ça faisait déjà une dizaine d'années que je croisais Robert dans toutes sortes de situations. Et quand il a su qu'il allait avoir le prix du gouverneur général en 2009, et on lui a dit, bien là, il faudrait que tu trouves un jeune cinéaste pour faire un film de 5-6 minutes sur toi. Puis il dit, bon, il y a Jérémy, c'est lui que je prendrais. Donc, voilà comment j'ai eu ce contrat-là. Mais Robert, à l'époque, il était dans une de ces périodes, comme il a souvent été, où il était complètement débordé de travail, puis il était en voyage sur 4-5 projets à travers le monde. Donc, il m'a dit, Jérémy, honnêtement, je n'ai pas vraiment le temps de le faire, ce film-là. Ça fait que je ne sais pas quand, si tu veux faire une entrevue, gâche pas là, il va falloir faire ça à distance. Et à l'époque, j'ai aussi découvert que Ex Machina, qui est sa compagnie, il y avait quand même plein d'archives de toutes ces pièces, de ces films. C'était tout un peu pêle-mêle dans une salle qui s'appelait Les Archives à Ex Machina. Et on n'avait jamais vraiment fait de tri là-dedans, où il y avait une espèce de tri approximatif, mais vraiment, il y avait plein de matériel. Ça fait que je lui ai dit, bien, je vais partir de tes archives, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et ça a été une chance j'ai passé des heures et des heures à regarder des cassettes, des DVD, à lire des transcriptions de pièces, à vraiment me plonger dans la totalité de son œuvre pour devoir dégrossir ça, puis me faire un montage de tout ça et de ramener ça en 5-6 minutes. Donc, ça m'a pris quand même plusieurs mois. C'était vraiment un film de montage, celui-là. Essayer de trouver quel filon. Parce que Robert a eu une carrière extrêmement dense, juste en quantité d'œuvres et aussi en variété d'œuvres. Donc, comment faire? Il a fallu faire des choix. On ne pouvait pas tout montrer en 5-6 minutes. Et comment tracer une espèce d'histoire là-dedans qui montre sa progression. Je suis parti. Il y avait beaucoup d'entrevues de lui aussi, radiophoniques. Wow. Donc, j'ai brodé quelque chose, une espèce de voice-over où il dit plein de choses et je lui ai faisais écouter à distance. Il me revenait. Bon, donc, on a quand même... Il m'a laissé beaucoup de liberté sur quoi dire, mais il y a une couple d'affaires. Des fois, il dit, ouais, j'ai dit ça dans un moment plus jeune où c'est un peu pris hors contexte. Peut-être que je dirais pas ça. Il y avait quand même un regard sur le projet. Ben, il voulait juste s'assurer que je pense que je faisais pas n'importe quoi. Mais honnêtement, le film, c'est mon film. C'est moi qui l'ai monté. La structure que j'ai donnée, c'est celle que je voulais donner. Le principe, c'est quand même une carte blanche. Donc, il m'a laissé énormément de liberté. Et c'est ça. Je suis arrivé à assembler quelque chose que je vois de temps en temps, l'ONF, souvent, sur son site, met de l'avant certaines œuvres. Ouais. Et celui-là, il ressort assez régulièrement parce que c'est un drôle d'objet cinématographique, mais ça encapsule bien, je pense. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, je me disais, quand même, j'ai réussi à... au moins, le premier
la première moitié de la carrière de Robert, parce qu'il a fait plein d'autres choses depuis, évidemment, mais je pense que je l'ai quand même bien cerné dans ce petit documentaire-là. Puis c'était le fun de faire un film de montage, partir de centaines d'heures d'archives, puis comment tu ramènes ça à 5 minutes. Là. C'est ça, ça a été un film de montage, mais au final, la réalisation est due à une circonstance. Lui, il n'était pas disponible, donc... Oui, c'est ça. Bien, je me suis adapté à cette situation-là, que c'était à peu près impossible de l'asseoir pendant 1 heure et puis de parler de ses films. Il était juste pas au Québec à ce moment-là. Il était en train de trotter un petit peu partout sur le globe. Il y avait de multiples projets qui roulaient dans divers pays. Donc, c'est ce qui témoigne de son succès international, effectivement. Donc, voilà, ça a été une chance. Ça aussi, c'était très différent. J'étais rendu, moi aussi, à un moment différent de ma carrière. J'avais fait mon long métrage, c'était juste avant la télésérie qui allait un peu me dégoûter pendant quelques années. Mais c'était le fun de le faire à ce moment-là parce que, encore une fois, tu es confronté à un artiste qui a une œuvre majeure et ça t'amène beaucoup de questions toi-même par rapport à où tu es rendu dans ton œuvre aussi. Ouais. Sortons un peu du documentaire, mais restons proches quand même. La fiction documentaire, tu as fait ça avec ta trilogie des transformations. On parle ici des douches fulgurantes en 1998, Le chemin de la liberté en 2001, Institut central cosmique en 2003, qui crée la trilogie que tu as co-réalisée avec Martin Leblanc. Oui. Est-ce que l'idée de faire une trilogie de concepts, c'était déjà présent là, dès la constitution du premier film? Le premier de ce qui est devenu la trilogie, parce que c'était pas une trilogie au départ, Les douches fulgurantes, c'est vraiment une vidéo assez étrange, parce que c'est un autre qui a bien tourné dans les festivals internationaux. Martin Leblanc, c'est un vieil ami à moi. On s'est rencontrés sur un autre projet de documentaire sur un bateau à fond plat sur une goélette en 94. C'est un autre de mes premiers projets. J'étais caméraman sur ce projet-là. C'était pas moi qui le réalisais. Et lui était comme un assistant de production. Et on est devenus amis. Et Martin, c'est un collectionneur de toutes sortes d'objets étranges. Et il avait une espèce de fascicule. C'était un Allemand qui avait trouvé ça dans un marché aux puces. C'est une espèce de technique de guérison par les jets d'eau qui, en le regardant... Ça vient vraiment de quelque chose. Oui. C'était une affaire étrange qui datait de 1930, qu'on a décidé... Ça nous faisait rire de le regarder, fait qu'on a décidé de faire une petite œuvre comique à partir de ça. Et c'est vraiment un film qui a été fait sur un coup de tête, un après-midi, avec 2 amis à nous, un comédien et un qui... Les 2 comédiens dans le film, c'était des amis. On prenait un verre sur l'heure du lunch, puis hey, on va à la maison Gomain, en arrière, une espèce de mur qui ressemble au fond qu'il y a dans ce fascicule-là. Puis on tourne quelque chose inspiré de ça. Puis c'est vraiment un tournage qui a duré à peu près 4 heures. On avait quelques verres dans le nez, donc on faisait pas quelque chose de très sérieux, en tout cas, on pensait pas. Vous voulez vous amuser avec le projet? Oui. C'était un projet qui était un projet d'amis fait avec quelques centaines de dollars. Et ça s'est avéré que ça a plutôt bien marché. Ça a tourné dans beaucoup de festivals. Au Rendez-vous du cinéma québécois, ça a eu un certain écho. Ça a été dans divers festivals en Europe, en République tchèque, en Italie. Ça a été amené à une vie inattendue pour un petit film fait avec 300 $, une gang d'amis un après-midi. Puis vraiment quelque chose qu'on faisait un peu, c'était pas du tout une grosse production. On avait une petite caméra, puis on était 4, là, dans deux comédiens, puis deux réalisateurs. Mais ça nous a un peu lancé, puis quelques années plus tard, on s'est dit, on en fait un deuxième. On part de cette idée-là des processus de guérison farfelus. C'était ça. Et en fait, on a découvert que le petit fascicule, ces jets de guérison d'eau allemands-là, ça existe encore aujourd'hui. Que la technique a suivi ça. Évidemment, ils l'ont modernisé, puis donc on n'avait pas réalisé on pensait qu'on abordait quelque chose une curiosité des années qui dataient du siècle dernier, il y a maintenant 2 siècles, fin des années 1800. Mais ça a l'air que cette technique-là existe encore. Puis on est parti de ça pour les 2 autres. Dans le deuxième, c'était plutôt
Il était plus noir, le deuxième. Ça parlait Ouais. beaucoup de suicide. Puis Mais ça parle en fait le deuxième, on est parti de l'idée le culte du bonheur qu'il y a en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'il faut être heureux, il faut sourire. Même si tu es malheureux, tu souris. Puis à un moment donné, juste de sourire, ça va te rendre heureux. Puis ça va changer la chimie de ton corps. Puis tu vas... toutes ces des idées un peu... Tous ces trois projets-là, c'est des idées assez New Age, je dirais. Quand je dis des techniques de guérison un peu farfelues, c'est ça le lien entre les trois. Et le dernier est vraiment sur des idées, c'est le cosmisme russe, qui est un autre courant de pensée philosophique, mais aussi de guérison par des ondes spatiales. Donc, on était toujours dans un ton un peu comique, un peu moqueur. Et les deux autres projets aussi ont moins tourné, mais ils ont quand même été diffusés. En fait, le deuxième, on l'a vraiment fait dans un contexte d'un événement de création qu'il y avait à Québec. OK. Donc, il a été diffusé là. Et le troisième, c'était par nous-mêmes et ça a tourné un peu. Télé-Québec en a acheté quelques-uns et les a diffusés à 3 heures du matin. Là. Donc, ils ont été diffusés à la télé aussi. Ça, c'est vraiment la trilogie des transformations. C'est 3 œuvres très légères, faites avec des amis, où on ne se prenait pas trop au sérieux en les faisant. Il faut écouter ça avec un certain recul puis un second degré. Oui, c'est ça, effectivement. C'est pas des œuvres qui sont faites pour être... Ça reste de la comédie. Comédie sur un ton un peu... un petit peu de sarcasme, des fois, là, dans ces œuvres-là. Donc, je pense que, et ça, c'est le cas pour beaucoup de cinéastes, il faut tout le temps... Les œuvres financées plus lourdement, que ce soit un long-métrage ou même un court-métrage. J'ai fait des courts-métrages, Requiem contre un plafond, il a coûté 200 000 $ à faire. Donc, il fallait le trouver, le 200 000. Le long-métrage, c'était 1 million. Donc, les œuvres au financement plus lourd, ça prend toujours plusieurs années les mettre en place. Et on ne peut pas arrêter de réaliser, de produire pendant 4 ans, en attendant que... Donc, on a tous les cinéastes que je connais, on a tous des petits projets qu'on fait rapidement, et parce que c'est fait avec très peu ou parfois sans argent du tout, souvent on prend des risques plus grands. On se dit, gars, on essaye quelque chose, puis si ça plante, c'est même pas grave parce que ça a coûté 250 $ à faire. Donc, c'est intéressant de faire les deux, d'avoir un plus gros projet qui prend des années à scénariser, puis à finaliser, puis à mettre en place, puis où tu payes des grosses vedettes. Puis là, ça, c'est un type de cinéma, mais ça, tu peux pas en tourner un à chaque année. Ça prend le temps que ça prend, les monter, ces projets-là. Donc, il faut avoir une espèce de pratique parallèle où vraiment, là, on fait des œuvres plus légères, plus expérimentales, plus à risque, qui peuvent nous amener dans des endroits surprenants des fois. C'était ça, beaucoup, les douches fulgurantes. Le premier, c'était aucune attente, mais qu'on a pu faire... Finalement, ça a full marché. Oui. Donc, c'est une de mes œuvres qui a bien tourné dans les festivals. Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Le deuxième est plus discret et le troisième est peut-être un petit peu plus large que le deuxième, mais on ne sait jamais il est là le doute aussi, là, on ne sait jamais comment une œuvre va être reçue. Le deuxième de la trilogie de transformation était très noir, il parlait beaucoup de suicide et tout ça, donc c'est sûr que même s'il y avait de l'humour dans le film, c'est une œuvre qui était peut-être un petit peu plus difficile pour le public, donc qui a moins tourné à cause de ça. Et on apprend, on essaye des choses. Je viens d'en finir. Le film que je viens de finir en ce moment, je suis très curieux de voir quelle sorte de vie il va avoir parce qu'il aborde un sujet très noir, l'extrême droite anti-immigrante à Québec. Je sais déjà, pour l'avoir montré à quelques personnes, qu'il y a du monde qui... ça les rebiffe complètement. Je veux pas voir ça. C'est un aspect de Québec et du Québec que j'admets pas, que je veux pas voir, que je me cache les yeux puis je veux pas le voir, ton film. Donc, je vais être curieux de voir comment les gens vont... Ça va être une œuvre qui... Et il y en a d'autres qui sont quand même fascinés par ça, même s'ils voient que c'est un peu dégueulasse. C'est un monde-là, c'est pas un monde qui est le fun, là, c'est un monde de haine puis de mépris des autres. Mais voilà, des fois, il faut aussi faire des œuvres qui plongent dans des raccoins un peu noirs, là. Donc, je suis curieux de voir. Je ne m'attends pas à le film que je viens de faire, à ce qui tourne autant, mettons, que Requiem contre un plafond, qui était aussi une comédie noire, mais plus légère, Donc, c'est ça. Il faudra voir. Donc, encore une fois, le doute. Le film que je viens de finir, j'ai aucune idée de quelle sorte de carrière il va avoir. On va le savoir à partir de janvier. Ben oui.
Justement, parlons de Requiem contre un plafond. Ton premier court-métrage, est-ce que c'est le court-métrage qui t'a propulsé, qui t'a lancé? Bien, c'est certainement celui qui m'a mis sur la map, on pourrait dire ça en bon français, qui m'a fait une réputation dans le milieu de quelqu'un qui est capable de tourner des films. Aussi un projet, en fait, c'est né d'un autre projet de télé, un autre contrat que j'avais fait pour Télé-Québec fin des années 90, qui était... C'était pas d'un grand intérêt. Ça s'appelait lecture de fin de soirée. C'est qu'on engageait un comédien puis on le filmait en train de lire des textes, puis il passait ça comme la dernière affaire de la journée à Télé-Québec avant de sortir des ondes. Donc, c'était juste quelqu'un d'assis qui lit un texte. Grosse réal. Oui, c'est ça. Donc, mais ça me payait. Donc, je l'ai fait. Et ça m'a quand même permis de rencontrer beaucoup d'auteurs et d'éditeurs de livres au Québec, des gens avec qui j'ai encore des contacts des années plus tard. Et une de ces personnes-là, c'était Gilles Pellerin, un éditeur à l'instant même. Puis on a jasé. J'avais quelques-uns de ces textes de ces auteurs que je faisais lire. Et on a jasé. Il me disait, toi, tu veux faire quoi comme cinéma? J'étais encore assez jeune. À l'époque, j'avais pas 30 ans quand je faisais ça encore. Donc, je lui ai raconté le type de cinéma que j'aimais. J'aimais beaucoup le cinéma noir, mais le mélange... À l'époque, j'aimais beaucoup les frères Cohen. Là, le mélange polar et comédie en même temps qui reste dans un ton un peu noir. Et il me disait, bien, j'ai un auteur pour toi, que je pense que c'est un auteur français, mais justement, j'ai un recueil de nouvelles, puis il y en a peut-être un que j'aimerais peut-être voir que ça donnerait en court-métrage. Puis c'était Tonino Benekista, qui est devenu un auteur à succès en France depuis, mais lui aussi à l'époque connu, mais pas nécessairement autant que maintenant. Et le projet est parti de là. Requiem contre plafond est un texte de Tonino Benekista que c'est Gilles qui a fait l'entremetteur, qui dit j'ai un jeune cinéaste qui aimerait peut-être... Je l'ai lu et vraiment, il me disait oui, c'est tout à fait dans le ton de ce qui m'intéresse, qui m'intéressait à ce moment-là de ma carrière. Et c'est un projet, il y a des projets comme ça qui sont un peu magiques, tu sais, que ça se met en branle, puis tout tombe en place. J'ai pris le texte, je l'ai envoyé à Yves Jacques, il a été intéressé, puis quand un comédien de renom comme ça, là, Radio-Canada a dit « Ah, bien, nous autres, on le prendrait peut-être », puis c'est quelque chose qui est tombé en place assez vite et que j'ai tourné et qui était un film long pour un court-métrage. Ça durait une demi-heure. Ouais, 30 minutes. Moi, ce que je dis à mes étudiants aujourd'hui... faites pas ça. Faites pas ça. Faites un film de maximum 15 minutes, 10, c'est même mieux pour aller dans les festivals. Mais n'écoutant... Puis même à l'époque, on disait 30 minutes, c'est trop long. Mais c'est un film qui a... beaucoup tourné, encore une fois, une quarantaine de festivals à travers le monde. Moi, j'ai voyagé beaucoup avec ce film-là. J'étais allé en Pologne, j'étais allé en France, j'étais allé en Amérique du Sud, j'étais allé en Inde, j'étais allé à Taïwan le présenter. C'est un des bénéfices marginaux, je dirais, du court-métrage. Le court-métrage n'est pas payant, tu ne fais pas beaucoup d'argent, mais j'ai pu me faire payer des voyages un peu partout parce que les festivals, quand ils les prennent, souvent, aiment ça, faire venir le cinéaste, puis si t'es disponible, ils te payent l'étiquette puis l'hôtel là-bas. Fait que j'ai vraiment fait un peu le tour du monde avec ce film-là. Je l'ai accompagné dans plein de festivals et c'est toujours fascinant de... et il a aussi été dans plein de festivals. Il était en Afrique, j'ai pas pu aller partout, là, j'avais pas toujours le temps, mais il a énormément voyagé. Et c'est un peu... Et aussi, parce qu'il a été diffusé à Radio-Canada, il a remporté quelques prix dans les festivals aussi, à divers endroits au Mexique, un au Québec, dans un festival à Montréal. C'est celui qui m'a ensuite permis d'aller vers le long-métrage. C'est-à-dire, OK, il est capable de réaliser, il a fait un film qui marche un petit peu, le public embarque. Et donc, le film est sorti en 2000, tourné en 2000-2001. Puis, tu vois, mon long-métrage sur lequel je travaillais déjà pendant que je faisais ce film-là. J'avais déjà une idée, puis... mais c'est vraiment ça c'était un des morceaux qui manquait pour dire, OK, voici, il y a un producteur qui s'est intéressé à mon cas après à cause de ce court-métrage-là. Et ça a mené quelques années plus tard, fin 2004, début 2005. On l'a fini en 2004, mais il a vraiment roulé en 2005, le long-métrage, Manners of Dying. Mais Requiem contre un plafond est une des œuvres qui m'a vraiment, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, m'a mis sur la map, qui m'a
un peu révélé comme cinéaste. Et il roule encore. Il ressort, il y a à peu près 5 ans, il y a un poste de télé qui l'a acheté. Méduse, ici à Québec, ils ont commencé à acheter des œuvres qui ont été marquants pour l'évolution des groupes dans le complexe Méduse. Ils l'ont acheté pour leur collection, donc il est présenté de façon permanente dans les corridors à Méduse maintenant. Donc, c'est un film qui a duré dans le temps. Il a été acheté. À un moment donné, ça fait 3-4 ans, puis tu dis, OK, bon, le film a fait sa vie, mais il ressort de temps en temps, même 20-25 ans plus tard. Il y a encore des gens qui m'écrivent. Des fois, je l'ai vu en ligne, je me rappelle l'avoir vu il y a 20 ans, il tient encore la route. C'est le fun quand je dis que les choses peuvent traverser le temps. Des fois, il y a des œuvres que tu regardes. Il y a certains de mes films que je regarde, je dis, ça c'était pertinent en 1998, mais maintenant, je regarde ça, puis plus tellement. C'est daté comme film. Et il y en a d'autres qui... Traverse les époques. Oui, sans même que tu saches vraiment pourquoi, tu ne l'as pas planifié comme ça, mais il y a quelque chose d'intemporel dans le film qui fait en sorte qu'un public, même 20 ans plus tard, peut le regarder et dire « Ah, OK, ça a encore une valeur pour nous autres. » Ce film-là, c'est l'adaptation d'une nouvelle littéraire, tu en as parlé. Comment ça s'est passé au niveau de la scénarisation pour adapter l'œuvre? J'ai toujours eu beaucoup de chance. Je l'ai fait 3 fois. Manners of Dying, c'était avec Yann Martel, puis une autre œuvre plus tard avec Nancy Lee, Est. J'ai fait de l'adaptation littéraire. Et dans les 3 cas, les auteurs ont toujours été très... m'ont laissé énormément il y avait une compréhension de la part des auteurs que, gars, c'est un film, c'est pas la même chose qu'une œuvre sur une page que tu lis. En passant d'un médium à l'autre, il faut que tu changes des affaires. L'adaptation implique nécessairement de la transformation. Ben oui. L'important, c'est d'essayer de respecter l'esprit. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de liberté. C'est moi qui ai fait l'adaptation. Dans tous les cas, je l'ai fait lire par l'auteur. C'est correct. Puis l'auteur a comme donné son aval pour dire oui, je trouve que ça respecte. Parfois, questionnait certaines choses. J'ai eu des échanges, entre autres, avec Yann Martel. En fait, avec Yann, c'était super le fun parce que lui il était sur le bord de Life of Pi, l'histoire de Pi. On savait que ça allait être adapté pendant qu'on tournait le film. Ça s'en allait vers Hollywood. Une super production. Donc, il était content de le faire à plus petite échelle avec un artiste québécois comme lui pour voir comment ça se passait avant d'aller faire la grosse affaire à Hollywood. Donc, et avec Tonino Benedicta, c'était la même chose. Ça passait par l'entremise de l'éditeur. Il envoyait une version en France, puis à un moment donné, quelques jours plus tard, j'avais un retour. Mais vraiment, en aucun des 3 fois que j'ai fait des adaptations littéraires, j'ai jamais senti que j'étais comme menotté par l'auteur. C'était plus « Hey, wow, c'est intéressant ce que tu es en train de faire. Puis pourquoi tu as fait telle affaire? » C'était plus par curiosité. « Ah, tu as vu ça dans mon œuvre, toi. » Puis OK, c'était... des beaux échanges. Donc, jusqu'à date, je sais que ça se passe pas toujours comme ça. Que des fois, l'auteur est un petit peu plus... Il tient l'œuvre, puis il veut pas laisser aller à l'adaptation. Mais moi, ça a juste été des bonnes expériences jusqu'à date. Touchons du bois. Oui. Ouais. Terminons en parlant de Fuck les Whites, le prochain film qui s'en vient en janvier 2024, comme tu disais. C'est un film qui a été tourné en hiver, en extérieur, qui sont quand même... c'est quand même une bonne contrainte de tournage. Est-ce que c'est un défi que tu t'étais lancé ou ça a juste apparu comme ça? Non, c'est plutôt... ça se passe dans le temps de Noël. Donc, la façon la plus simple, on avait un budget un peu restreint, encore une fois, parce que beaucoup des bailleurs de fonds, les organismes de financement avaient un petit peu peur du projet à cause du sujet, l'extrême droite, puis particulièrement les groupuscules d'extrême droite anti-immigrantes de Québec. C'est un film que moi, en tant que résident de Québec, je tenais à faire parce que je vois ces groupes-là, ça vient par cycle. Là. Tous les 5 ans à peu près, il y en a une nouvelle batch qui émerge. Puis ça fait 30 ans. Donc, j'avais envie de me questionner sur pourquoi il y a ça à Québec, dans une ville qui est plutôt ouverte, puis dans le centre, qui est plutôt de gauche, qui est plutôt... pourquoi il y a ce phénomène-là, pourquoi les mouvements d'extrême droite semblent tout le temps émerger de Québec ou de la grande région de Québec. Ça inclut Portneuf, Chaudière, Appalaches. Il y a une espèce de bassin d'extrême droite qui existe ici,
Donc, j'avais envie de partir de ça et j'ai placé ça dans le temps de Noël parce qu'une des choses qu'un des groupes qui est tombé récemment à Talente faisait, c'est qu'il sortait donner des vivres à des sans-abri dans le temps. Il faisait ça l'été et l'hiver, mais l'hiver, c'était plus cinématographique. Les gens, soit des gens qui ils ont froid, ils n'ont pas d'endroit où aller, puis ils leur donnaient du café puis des sandwichs, puis ils se prenaient en photo avec pour montrer que finalement, on est du bon monde. Là, on est pour aider la société. On est un groupe social. Une forme de propagande. Oui. Évidemment, il donnait juste ces vivres-là aux Blancs, puis pas aux Noirs, pas aux Asiatiques. Donc, il y a ça dans le film. C'est une fiction, donc c'est un groupe fictif, c'est une espèce d'amalgame de plusieurs groupes de Québec, mais le groupe faisait entre autres ça. Et je trouvais que c'était plus fort juste mettre ça dans le temps de Noël, parce que, bon, tu as les décorations de Noël, Noël, c'est supposément un temps où il faut être généreux avec les autres, donner des cadeaux et tout ça, et visuellement aussi, tu as les décorations. L'hiver, c'est vrai que c'est dur de tourner en hiver, mais il y avait ça donne une esthétique particulière. Oui. Curieusement, on l'a tourné à l'hiver dernier, donc l'hiver du 14 au 17 décembre 2022. C'était un hiver plutôt chaud, il n'y avait pas de neige à terre, donc c'était un hiver plutôt européen. J'avais les décorations de Noël, mais il y a du gazon. Puis le monde sont habillés. Bon, les respirations, évidemment, ça fait de la buée, donc l'effet Noël est là, l'effet décembre, mais le fait d'être dans le froid aussi, il y avait quelque chose qui se rattachait au sujet c'est sûr que ça a rendu le tournage un petit peu pénible. Le monde gelait, puis les comédiens, leur bouche gelait, donc c'est difficile pour les répliques et tout ça. Mais je pense que ça contribue à l'esthétique du film. Ouais. Là, le film va passer va commencer sa tournée de festival en janvier 2024. Oui. Ça va être quoi son parcours à ce film-là? Les courts-métrages, généralement, le parcours principal, c'est les festivals. Il y a de moins en moins de place dans les télés généralistes. Il y en achète de moins en moins parce qu'il y a maintenant des chaînes spécialisées comme sur Vimeo. Ça va beaucoup en ligne. Mais avant d'aller en ligne, on fait une tournée des festivals. Puis ça on ne sait jamais lesquels festivals vont le sélectionner. C'est sûr qu'on cite beaucoup les festivals droits de l'homme. C'est une question de société, donc les festivals qui ont une teneur un peu sociale, mais aussi les festivals généralistes. Et une des raisons pour lesquelles on le part en 2024, c'est que les festivals, généralement, prennent le film de l'année, puis une année après. Donc, mon distributeur m'a dit, bien écoute, si on le part à l'automne 2023, ça veut dire qu'il roule jusqu'en 2025. Si tu attends à janvier 2024, ça nous donne 2025 au complet, puis même 2026, il va durer plus dans le temps. Donc, c'est juste une question de stratégie de le sortir, puis aussi de le sortir à l'hiver, vu que c'est un film d'hiver. On va être proche du temps de Noël. On va voir. On essaye quelque chose. On ne sait jamais. Court-métrage, c'est toujours un défi, les distribuer. Mais donc, c'est un peu un point d'interrogation. On est dans un moment d'attente. Il reste quelques mois avant de lancer le film. Là, on le soumet dans les festivals pour voir où ça pourrait passer. Donc, on verra. J'ai la chance d'avoir, parce que beaucoup de mes courts-métrages, je les ai distribués moi-même. Requiem contre le plafond, c'est moi qui l'envoyais dans les festivals. Maintenant, pour une des premières fois, j'ai un distributeur qui va s'occuper de ce travail-là. Et est-ce que ça t'amène encore un doute? Oui. Il y a ce projet-là, j'ai un gros doute. Je ne sais pas comment il va être reçu parce que c'est un sujet qui est difficile. Et c'est comme j'ai dit, déjà, je le sais pour l'avoir montré à des personnes, il y a des gens qui ne veulent pas voir ça. Qui veulent juste un sujet qui les... C'est comme des gens qui n'aiment pas ça, le cinéma d'horreur, ça leur fait peur. Donc, je ne veux pas voir de cinéma d'horreur. C'est un peu un film d'horreur dans le sens d'horreur sociale. Ça va dans des endroits, des raccoins un peu sombres, puis ça joue à la haine envers les étrangers. Donc, c'est ça. C'est clair qu'il y a du doute par rapport à ce projet-là. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça ne m'empêchera pas, même qu'il y ait du succès ou pas, je suis rendu à un stade de ma carrière où je sais qu'il y a certains de mes films qui ont bien marché et d'autres qui n'ont pas été des succès. Je vais en faire d'autres. Oui. Puis c'est clair que le prochain, ce ne sera pas un film sur la haine. J'ai passé 2 ans dans un sujet de haine. Je pense que le prochain va être un film d'amour. Changer de registre un peu. Mais je suis content de l'avoir fait. Je pense avoir sorti quelque chose de mon système par rapport à ce sujet-là, puis par rapport à la ville où je vis. Ouais. Eh bien, je te souhaite beaucoup de succès pour ce film qui s'en vient.
Puis encore une fois, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Si vous avez aimé l'émission, bien entendu, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. C'est la meilleure façon de soutenir. Et nous, on se dit à une prochaine fois pour un autre épisode d'Access Cinéma.